Bienvenue à tous dans cet épisode numéro 36 de la FAQ Helium. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté, que je vous ai pas parlé du réseau parce qu'il y avait les vacances. Ouais, il y avait les vacances, ça fait du bien, je suis parti pendant un mois. Mais il s'est passé des tonnes de trucs pendant ce temps-là et aujourd'hui on va essayer de répondre à une question. Mais bon sang, mais ils sont passés où mes rewards ? Alors, comme je vous ai dit, on est dans l'épisode 36 et on va parler de la disparition des rewards. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'ailleurs, quand je parle de disparition, pour certains, c'est plutôt une augmentation. Mais on va dire globalement, il y a quand même des trucs qui sont passés qui vont plutôt à la diminution. Et cet été a été assez riche là-dessus. La première chose qui a eu lieu, et c'était au début de l'été, vers le 13 juillet à peu près, il y a un HIP qui est passé qui s'appelle le HIP 83 et dont le but est de changer la façon dont c'est rémunéré les POC et un peu plus particulièrement les witness. Alors je vous rappelle le principe, hein, dans le POC il y a un hotspot qui envoie un beacon et il y a d'autres hotspots qui reçoivent ce beacon et les hotspots qui reçoivent le beacon sont des witnessers. Alors eux ce qu'ils font c'est qu'ils envoient l'information qu'ils ont reçu quelque chose aux oracles et les oracles vont ensuite distribuer les rewards en fonction de ces arrivées là. Alors auparavant en fait les oracles ils recevaient tous les witness et ils choisissaient au hasard 14 witness parmi tous ceux qui avaient été reçus. Ce qui faisait que globalement, tous ceux qui avaient un hotspot qui fonctionnait recevaient de façon régulière des rewards. Et plus il y a de beacons, donc plus il y a de monde autour de vous et plus vous avez de rewards. Et puis après, il y a plein de règles pour arriver à faire une distribution. Le HIP 83, en fait, ce qu'il a changé, c'est qu'au lieu d'avoir une distribution aléatoire avec un tirage aléatoire des 14, il prend les 14 premiers. Ça, c'est un retour sur quelque chose qui avait été mis en place au tout début en fait d'Helium et qui a disparu au profit des 14 aléatoires. Alors je ne me rappelle plus de l'histoire de pourquoi on est passé des premiers aux aléatoires dans le passé, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en prenant les 14 premiers, en fait, on va favoriser des hotspots qui sont très rapides à la réponse. Ce qui en soi n'est pas très intéressant parce que ça n'a absolument aucun rapport avec la notion de couverture qui est ce qu'on essaye de faire avec le POC. Alors, je pense que ceux qui ont monté ça, ils ne s'attendaient pas exactement à ce résultat-là. Bon, bien sûr, ils devaient se dire que ça allait beaucoup mieux marcher si on avait de la fibre que si on était sur une liaison qui était un petit peu moins fiable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait ce HIP et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils faisaient ce HIP, on va dire plus précisément. C'était pour dire qu'il faut favoriser en fait les hotspots qui ont un réseau qui est rapide, qui est fiable et ainsi de suite. Alors le problème de ça, c'est grosso modo, ça favorise les hotspots qui sont installés sur de la fibre en centre-ville, à côté d'une box, et ça défavorise forcément tous ceux qui sont installés avec du CPL, avec du Wi-Fi ou qui utilisent du LTE. Ce qui est carrément dommage parce que au milieu des villes, vous avez de la fibre, donc des hotspots qui sont favorisés, et puis quand vous êtes en périphérie de la ville, vous avez soit de la fibre moins rapide, soit de la DSL, soit même pour les gens qui ont fait l'effort de mettre les hotspots sur des toits, du CPL souvent pour amener l'Ethernet jusque dans le grenier, soit pour ceux qui sont au sommet des montagnes, qui ont fait vraiment ce super effort, et bien là, une connexion en LTE qui est fortement pénalisée. Bon, bref, à mon sens, les hotspots qui amènent le meilleure couverture sont pénalisés par ce HIP. Et ça, c'est pas cool. Mais ça, c'était, on va dire, ce qui était envisagé dès le début. Le problème, c'est qu'on a découvert qu'en fait, il y avait énormément de différences entre les hardware qui sont dans les hotspots et le temps de calcul du POC, en fait, est très lié au hardware. Dans le hardware, il y a un composant qui s'appelle l'ECC qui permet de faire de la signature. C'est un composant électronique qui permet de signer le beacon qui est reçu de façon à prouver que nous sommes celui qui l'a reçu. Et ce composant qui fait la signature, c'est un composant électronique qui n'est pas fait pour être très rapide. Résultat, les DIY par exemple, qui n'ont pas besoin de ce composant-là et qui font la signature de façon logicielle, vont être beaucoup plus rapides que les hotspots qui ont ce composant-là. Et d'une marque à l'autre, en fonction de l'implémentation, en fonction du composant qui est utilisé, eh bien on a des temps de signature qui sont variables. C'est-à-dire que grosso modo, si sur un DIY, on est à quelque chose du type 15-20 millisecondes maximum, sur un hotspot classique, on va pouvoir être en général autour d'une centaine de millisecondes, et sur les hotspots les plus lents, on peut monter jusqu'à 400 millisecondes. Et ça, c'est énorme parce que le temps réseau qui lui permet d'envoyer un paquet du hotspot vers l'oracle, lui, il est de quelques dizaines de millisecondes. Donc en fait, ce temps hardware est devenu quelque chose de très important. Donc si vous avez un hotspot avec un compute module, un Pi3 ou un
hotspot avec un Pi4, ce ne sera pas les mêmes temps de réponse. Il y aura une faveur pour le hotspot avec un Pi4. Si vous avez une SCC rapide, eh ben vous aurez aussi un avantage, et ainsi de suite. Ce qui fait que grosso modo, il y a des marques qui se sont retrouvées avec plus de reward et des marques qui se sont retrouvées avec moins de reward. Et certaines marques sont même tombées à 0 reward parce que globalement jamais sélectionnées et par conséquent toujours en retard. Alors c'est pour ça que vous voyez dans une ville en fait des hotspots qui vont avoir des rewards qui sont 4 à 5 fois supérieurs aux autres. C'est parce que eux, ils ont de la fibre et un hotspot qui est rapide et que la conséquence de ça, c'est qu'ils sont toujours sélectionnés parce qu'ils arrivent toujours en premier. Et puis, ben, derrière, vous en avez qui sont moins souvent sélectionnés, voire jamais sélectionnés. Bon, ça, c'est un problème. Moi, c'est un problème qui m'a vraiment, vraiment emmerdé quand c'est apparu. J'avoue que j'avais râlé contre ce HIP et j'avais mis des commentaires sur le HIP en mai quand il est sorti. Il est passé au vote. Ça a été la surprise totale pour moi. J'ai absolument pas vu l'annonce de vote. Alors, c'était en plein pendant mon voyage en vacances. Mais enfin, ouais, c'est quand même chelou. Et d'ailleurs, je dois pas être le seul parce que c'est un HIP qui est passé avec très peu, finalement, de voix et qui a été implémenté très très vite puisque le code était relativement simple en fait. Il s'agissait de faire un petit rollback sur quelque chose qui avait été fait précédemment. Donc tout ça s'est fait assez vite avec des impacts sur les rewards qui sont importants et donc des impacts sur le réseau qui sont importants. Du coup, j'ai essayé de prendre les choses en main. J'ai écrit un HIP qui est le HIP 94 qui est en cours de discussion aujourd'hui pour essayer de changer ça. Et dans ce HIP 83, il y a deux choses qui sont pas mal quand même. Il y a l'effet de dire il faut quand même faire attention à la vitesse de réception de transmission des hotspots. Pourquoi? Parce qu'on est là pour fournir de la connectivité et il ne faudrait pas que les paquets arrivent 2 heures après qu'ils aient été émis. Maintenant, dans le monde de LoRaWAN, les timings, c'est les timings qui sont en secondes. On attend qu'un paquet il arrive dans, on va dire, 500, 700 millisecondes jusqu'au LNS, jusqu'à celui qui doit recevoir le paquet, pour ensuite permettre d'avoir une réponse qui, elle, doit se faire dans une fenêtre qui est 1 seconde ou 2 secondes après. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas en train d'essayer d'optimiser la milliseconde, on doit plutôt avoir des optimisations de l'ordre de la centaine de millisecondes. Et donc, le HIP 83, à mon avis, pousse beaucoup trop loin la tentative d'optimisation, qui fait que finalement, il n'y a que certains experts, on va dire, qui ont le bon matos, qui l'ont hacké et qui peuvent modifier le code dedans et qui sont sur la fibre, qui peuvent se mettre à profiter des rewards. Et ça, c'est problématique. Alors, le HIP 94, la proposition, c'est de travailler avec une fenêtre, c'est-à-dire de dire qu'on va prendre des paquets, on va les accepter du premier qui arrive jusqu'à celui qui arrive jusqu'à la fin de la semaine, la fenêtre, cette fenêtre pouvant faire 250, 300 millisecondes, enfin c'est des choses qui sont en cours de discussion, et donc on va prendre tous ces paquets qui arrivent dans cette période-là, et soit on en sélectionnera à l'intérieur un certain nombre, soit éventuellement on va tous les rétribuer. Fondamentalement, la sélection de certains ou de tout rétribuer, ça change pas grand-chose, statistiquement parlant, ça revient un petit peu au même. Moi j'aime bien l'idée de tous les rétribuer, parce que si votre hotspot est mort pendant 2 heures, par exemple, les rewards vont baisser pendant cette période-là, alors que sur l'aspect aléatoire, avec un petit peu de chance, vous ne serez pas tiré au sort pendant ces 2 heures-là, et au contraire, vous ne seriez pas sélectionné pendant le moment où vous marchez, et vous seriez sélectionné et donc pas rewardé sur le moment où vous êtes non fonctionnel. Bref, en gros, ça ne représente pas la stabilité du hotspot, alors que si on rémunère à chaque fois, ça la représente. Bon, ça c'est mon avis, on est en train de discuter là-dessus. C'est assez compliqué les discussions d'ailleurs, parce que j'aurais tendance à me dire qu'en fait, ce qui détruit une communauté, c'est un peu la communauté en soi. Et c'est-à-dire que c'est bien que voilà, on travaille tous à construire des HIP et ainsi de suite, mais après, certains qui ont l'air de pas mal bénéficier de la situation actuelle n'ont pas du tout envie que ça change et deviennent sacrément désagréables sur les forums. Mais bon, ça, c'est pas hyper productif, mais j'espère qu'on va arriver à faire évoluer les choses. Et puis sinon, de toute façon, ça évoluera d'une autre façon, parce qu'il y a toujours des choses qui sont soumises et proposées par la communauté. C'est aussi ça l'intérêt. Donc ça, c'est en train de se faire. J'espère que ça va évoluer. Et donc ce HIP 83, il a eu pour conséquence que les rewards pour certains ont augmenté. Moi, honnêtement, le HIP 83, il a fait plus 30% sur mes rewards. Donc c'est pas forcément négatif pour tout le monde, mais il y a des gens pour lesquels ça a fait moins 100%. Et ça, moi, je trouve que c'est absolument pas normal, parce que ces gens-là, ils apportent de la couverture, et donc c'est normal que finalement le reward soit distribué en fonction de la couverture et pas en fonction de j'ai la chance d'avoir la fibre, d'être en ville, quitte à avoir une antenne indoor qui fait absolument aucune couverture autour de chez moi. Bref, ça c'était la première chose. La deuxième chose qui est arrivée pendant cet été, il n'y a pas eu énormément de bruit autour, mais normalement vous êtes déjà au courant, c'est ce qu'on appelle le halving. On a eu le nouveau halving sur HNT qui s'est aussi appliqué à IoT, ce qui fait que mécaniquement, tous les rewards ont été divisés par 2, et à partir du 1er août, les rewards ont été divisés par 2. Donc clairement, celui qui était touché à 50% par le HIP 83 et qui 15 jours après a pris
Le halving, lui, il n'est plus qu'à 25% de ses rewards du départ. Ce qui n'est pas franchement cool. C'était vraiment dommage de mélanger les deux événements parce que du coup, ça a fait voilà, deux très mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées. Donc le halving, bah, ça c'est prévu, c'était prévu il y a 2 ans déjà, et le prochain est dans 2 ans, on le sait, ça a une vocation à créer la pénurie aussi sur le token et à le valoriser sur le long terme. Donc ça c'est plutôt à mon sens positif, en tout cas c'est pas une surprise et c'est équitable puisque tout le monde voit la même chose. Il s'est passé une troisième chose qui est impactante mais de façon différente et qui est arrivée sur la fin du mois de juillet, c'est la mise à jour du système de la deny list. Alors vous saviez, avant, il y avait un algorithme qui calculait la deny list pour repérer les tricheurs. Et cet algorithme-là, il désactivait les hotspots. Et ensuite, bah, il y avait forcément des faux positifs. Et les gens qui étaient touchés par les faux positifs pouvaient remonter sur un site qui s'appelait CrowdSpot et qui permettait de dire bah non mais moi mon hotspot il marche bien, voilà je suis son honneur, il y a des gens qui peuvent confirmer que je suis quelqu'un de fiable. Alors ce système par la communauté il était pas mal, pas non plus hyper efficace et au final on avait plus de 120 000 hotspots qui étaient dans la deny list aujourd'hui, ce qui est plutôt beaucoup. Alors il y avait beaucoup de gamers historiques là-dedans, mais ça crée une certaine complexité. Le nouveau système fonctionne différemment, donc la deny list précédente a été purgée, c'est-à-dire que les 120 000 qui étaient en deny list, ils sont revenus actifs. Et par contre, maintenant, il y a un nouvel algorithme qui passe, et cet algorithme passe toutes les semaines, si je ne me trompe pas, pour recalculer sur la base des transmissions qu'il y a eu dans les 15 derniers jours, pour recalculer si un hotspot est valide ou pas valide. Franchement, ça a impacté à peu près 12 000 hotspots le jour où ça s'est lancé. Et parmi ces hotspots, il y a un bon paquet de faux positifs. Franchement, moi j'ai un de mes hotspots qui n'était jamais passé dans l'analyse, qui est un hotspot qui est tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire qu'il est posé dans un champ à la campagne avec une vue super dégagée sur toute la plaine de la Limagne. Il a plutôt une super position, il offre une couverture qui est assez unique. Et je dois avouer, il y avait une erreur de positionnement de 500 mètres. Alors c'est pas du exo-squatting machin ou ce que vous voulez, hein, parce qu'il n'y a rien autour, d'accord. Donc juste quand vous essayez de positionner un truc sur l'Apellium, il n'y a plus rien qui ressemble à rien. Donc c'est un peu au feeling. Voilà, et ça n'a pas posé de problème jusque-là. Ce hotspot marche très bien. Et a priori, on se dit, il marche trop bien, ce qui fait qu'il est dans la deny list. Alors je l'ai repositionné au bon endroit, on verra si c'est corrigé. Honnêtement, j'y crois pas. Moi, je pense que l'algorithme qui est derrière, il est complètement teubé. Et il est parce que, à mon sens, je dirais ce que les gars essayent de faire, c'est du rétro-positioning. C'est-à-dire, en gros, par rapport aux différents messages et signaux qui sont reçus, on essaye de calculer la position du hotspot pour vérifier si tout ça, c'est legit. En fait, pour faire de la radio depuis quand même maintenant une petite dizaine d'années et travailler beaucoup sur ces questions de positionnement et en particulier de localisation par la radio, si on était capable de positionner un truc avec une précision de 2 km de façon à peu près fiable, ça se saurait. Voilà. Et en fait, c'est pas le cas. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils essayent de faire avec cet algorithme. Ça a l'air de quand même pas trop mal marcher parce qu'ils n'ont pas niqué non plus tous les hotspots. Mais je pense que ça va être très difficile de le mettre au point et de le corriger. Et en attendant, c'est un peu compliqué parce que du coup, en fait, il faut que l'algorithme repasse, que peut-être il revalide votre hotspot ou peut-être pas. Et comme il recalcule toujours sur des données qui sont des données avec 15 derniers jours, objectivement, j'ai un petit peu peur qu'à chaque fois qu'il passe, ça fasse des morts. Ça réactive certains, ça fasse des morts. Tout simplement parce que la radio, c'est quelque chose qui bouge dans le temps. Voilà, c'est un truc, c'est comme ça. Et voilà. Donc je ne sais pas ce que va donner cette nouvelle deny list, mais si vous êtes passé de reward à 0 reward et plutôt sur la fin de semaine, il y a de grandes chances que ce soit le passage de la deny list. Si vous êtes dedans, vous pouvez aller sur le channel Discord deny list, c'est là que ça se passe aujourd'hui. Moi, je ne sais pas non plus comment ils vont gérer 12 000 personnes qui posent des questions. Voilà. Surtout que, bon, enfin voilà, ça va être compliqué. On va voir. Pour l'instant, moi, je joue le jeu pour voir si l'algorithme retombe en marche et si ça résout mon problème sur mon hotspot. Après, on va voir. En tout cas, les discussions que je vois là-dedans, j'avoue que moi, elles me font un petit peu peur parce que j'ai écouté des trucs du genre ah bah non, mais il faut pas utiliser des antennes avec du gain, il faut laisser les antennes legit et tout ça. Bah ouais, mais mec, si on met en hotspot en outdoor, en général, on lui met un petit peu de gain parce que envoyer de la radio dans le ciel, c'est pas hyper utile, quoi. Voilà. Et puis, entre 5 de gain et 3 de gain, globalement, avec le câble et ainsi de suite, ça revient au même. Et si on va plus loin, cette réponse est complètement con parce que entre un hotspot qui est à l'intérieur d'une maison et un hotspot qui est à l'extérieur d'une maison, il y a 20 dB d'écart.
Donc en gros, si vous voulez, si on met un hotspot à l'extérieur, c'est comme si on mettait une antenne de plus 20 dB par rapport à un hotspot qui est à l'intérieur. Donc ce raisonnement est con et je vois pas comment leur algorithme peut marcher en soi. Et preuve en est que je sais pas s'il élimine ceux qui trichent, mais en tout cas il arrive très bien à éliminer ceux qui ne trichent pas, ce qui est problématique. Bon voilà donc pour les trucs à surveiller, c'est un petit peu négatif. L'impact de tout ça, c'est on a perdu énormément de hotspots quand même pendant le mois d'août. Donc ça c'est la contrepartie, c'est que du coup il y a un peu plus de rewards qui sont distribués parce qu'il y a plein de gens qui ont coupé leur matériel. Ça par contre c'est très embêtant, je pense qu'on n'avait jamais perdu autant, j'ai plus l'estimation mais je crois que c'est dans l'été c'est quelque chose comme 80 000 qui sont partis. On est sur une base à 450 000 donc c'est quand même 25%. Donc il y a peut-être des gens qui sont très contents parce que comme ça ils ont 25% de reward en plus. Mais si le réseau ne couvre rien, le réseau ne sert à rien. Et si le réseau ne sert à rien, la valeur du token est nulle. Donc à un moment, si on veut que les choses aient du sens, eh ben, il faut que le token ait de la valeur. Et pour que le token ait de la valeur, il faut que le réseau fonctionne. Voilà. Bon, pas mal de débats dans la communauté sur ces questions-là, à voir. Moi, ce que je peux vous dire dans le résultat de tout ça sur ma flotte, pour vous donner quelques trucs qui sont un peu ubuesques, j'ai un de mes hotspots qui rapporte quelque chose comme 30% de plus que début juillet, malgré le hiving et compagnie. Ça, c'est grâce au HIP 83 et sans doute à la baisse des rewards, de distribution des rewards de façon globale. C'est un truc complètement fou. Il n'a pas changé sa couverture, ça n'a aucun sens. Un autre truc complètement idiot, j'avais un DoIY qui passait par un serveur qui était assez distant d'un point de vue réseau pour ensuite rebondir sur le HPR. Je me suis dit, tiens, je vais l'optimiser en le mettant sur un serveur qui est plus proche. Donc au niveau réseau, j'ai gagné 20 millisecondes, ce qui est plutôt intéressant et ce qui était censé être recherché par les 83. Malheureusement, le serveur qui fait tourner ce DoIY est plus ancien et donc moins rapide. Pas beaucoup moins rapide en termes de puissance brute, mais enfin d'un point de vue millisecondes, ça joue. Et en fait, ce hotspot, en le déplaçant, j'ai réduit ses rewards alors de 10%. Donc voilà, j'ai préféré garder le temps réseau. Mais voilà, pour vous montrer qu'en fait, c'est assez UBS l'impact que peut avoir le hardware là-dessus. Pour les autres news, et on va changer un petit peu, alors on va se plaindre, pour les autres news, un événement qui se rapproche, qui pour moi est assez important en termes d'impact sur le réseau, c'est l'arrivée de Wi-Fi. Si je vous ai déjà dit, c'est toujours un truc auquel je crois pas mal, parce qu'on peut avoir du matériel qui va pas coûter trop cher, qui va permettre d'étendre un nouveau réseau, qui peut toucher beaucoup plus de monde d'un point de vue usage. Et Wi-Fi, ça devrait arriver en septembre, octobre, enfin fin septembre, mi-octobre. Il y a les Helium House fin septembre, il y a des chances que ce soit annoncé à ce moment-là et que ça sorte à peu près là. Donc ça, c'est à suivre parce que contrairement à la 5G qui était vraiment spécifique aux États-Unis et avec du prix de hardware faible qui fait que ça n'a pas généré beaucoup de tension sur le token, ainsi de suite. Côté Wi-Fi, on a peut-être une opportunité d'avoir quelque chose qui va être plus intéressant, plus gros et qui peut avoir des impacts positifs sur l'ensemble de Helium. Autre élément, pour ceux que ça intéresse, il y a la Helium House Europe qui va avoir lieu début octobre, si je ne me trompe pas, il faudrait vérifier, j'ai un petit doute sur les dates, début octobre ou début novembre, bref, j'ai un doute, je m'excuse, début octobre, il me semble. Donc la Helium House, elle va avoir lieu à Barcelone, c'était prévu initialement aux Pays-Bas, ça a été déplacé à Barcelone, c'est pas plus mal parce que déjà il fait meilleur, non, et puis surtout aux Pays-Bas, ça devait être avec le meet-up Solana où le prix d'entrée est assez élevé. Et là, du coup, le fait que ce soit à Barcelone, l'entrée va être gratuite sur la Helium House et c'est en parallèle d'un salon d'objets connectés sur les Smart City. Voilà, je ne sais pas encore quel va être le programme, mais je pense que ça va être un événement qui va être sympa et qui va permettre de regrouper un peu la communauté. Donc, si vous êtes motivé et tout, on peut se retrouver là-bas. Voilà. Autre info, la fin de la console Helium a été annoncée. Ça, c'est normal puisque Helium gère une console qui est basée sur leur offre Legacy, qu'ils arrêtent pour passer sur Chipstar. Je dû vous en parler précédemment et j'ai beaucoup bossé là-dessus depuis octobre dernier. Donc en fait, si vous avez des composants, enfin les sensors qui sont sur la console Helium, il faudra les migrer. Vous avez encore quelques mois, vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas pour les migrer. Vous pouvez aller sur helium-iot.eu si vous voulez la Legacy, qui elle aussi va s'arrêter autour de la même période. Mais vous pouvez aussi les migrer sur la Chipstar qui elle va durer après, puisque c'est la cible, qui est sur helium-iot.xyz, donc console.helium-iot.xyz, où là vous pouvez mettre vos devices. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de
il n'y a pas de fin de vie, hein, voilà, puisque c'est une console pro qui sert aussi en B2B. Voici pour les actus qui font suite à cet été. On se retrouve bientôt, j'espère avec un petit peu moins de temps, pour vous annoncer de meilleures nouvelles que celles que j'ai pu avoir aujourd'hui. Et puis, en attendant, surveillez bien vos hotspots, bichonnez-les, faites-les tourner. On ne sait jamais, ça peut remonter. Et puis, de toute façon, rappelez-vous que l'intérêt de faire du Helium, c'est qu'au moins vous offrez un service, vous permettez à des objets connectés de fonctionner. Et ça, c'est super intéressant. Sur le long terme, ça a beaucoup de valeur et c'est quelque chose d'unique qu'on a créé ensemble que d'offrir cette connectivité dans le monde entier. Donc il faut le faire perdurer et à un moment ou à un autre, clairement, ça va grossir et ça va donner quelque chose qui sera super top et on aura tous participé à ça et je pense que c'est ça qui est important. À ciao, à bientôt!